Tôt ou tard dans notre aventure entrepreneuriale, on se frotte tous et toutes à la question de l'organisation. Comment on fait pour répartir notre temps? Comment on fait pour choisir ses priorités? Comment on fait pour essayer de faire rentrer dans des journées forcément limitées tout ce qu'on aimerait faire ou tout ce qu'on a besoin de faire? Ce sont des questions délicates. Et quand on commence à s'y intéresser, quand on fait des recherches, quand on essaye de se former, d'apprendre, assez rapidement, on se frotte à une vision productiviste de l'organisation et de la gestion du temps. C'est-à-dire comment on fait pour faire rentrer le plus de choses possible en le moins de temps possible. Et pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, cette vision-là de l'organisation, elle nous mène à vivre des situations de grande fatigue, d'épuisement professionnel et émotionnel, voire même de burn-out. On le voit de plus en plus dans nos écosystèmes. Et du coup, forcément, ayant moi-même vécu une situation de ce type, en voyant de plus en plus dans mon entourage, dans notre communauté, même auprès de ma clientèle, je me suis posé la question de est-ce qu'il n'existe pas une autre manière de voir l'organisation et la gestion du temps qui ne nous pousse pas à nous épuiser. Plusieurs fois au courant de ces dernières années, j'ai eu une conversation sur ces sujets avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Claire Vitou. C'est la créatrice et l'hôte du podcast Bye Bye Procrastination, qui est un des podcasts les plus écoutés en France sur les sujets de l'organisation et de la productivité. Et ce que vous savez peut-être, c'est que Claire sort d'ici très peu son tout premier livre, qui s'appelle Kill Your To-Do List, pour justement parler d'une autre approche de l'organisation qui ne soit pas productiviste à souhait et qui nous épuise. Ce que vous ne savez peut-être pas, par contre, sur Claire, c'est que fin 2024, elle et moi, nous étions au studio pour enregistrer un épisode de podcast sur une thématique similaire à celle-ci. L'histoire que je me raconte, parce qu'elle me fait plaisir, c'est que peut-être que les graines qui ont donné lieu au livre de Claire sont nées dans la conversation que je suis sur le point de vous partager. Alors évidemment, c'est une conversation qui date de fin 2024, qui dort dans mon disque dur depuis un moment, donc certains des faits historiquement datés fin 2024 ne sont peut-être plus vrais aujourd'hui. Voilà, ça fait presque 1 an et demi depuis l'enregistrement, donc il faudra faire abstraction du fait que ces choses sont situées dans le temps, mais le fond de cette conversation reste, je crois, incroyablement pertinent pour nous tous et nous toutes. Je vous souhaite donc une merveilleuse écoute de cet épisode et je vous invite très chaudement à commander en précommande le livre de Claire. Je vous mets le lien dans la description pour faire ça et vous plonger dans notre conversation. Bonne écoute. Claire, plus tôt dans cette année 2024, sur une scène qu'on a partagée et aussi à ce micro dans cette même pièce, tu avais prononcé la phrase suivante que je vais te lire. Je crois que je suis revenu de la productivité productiviste, où il faut faire toujours plus et plus et plus et plus, et j'essaie de m'en soigner. Ouais. Et en préparant cet épisode et en réécoutant cette phrase, je me suis demandé, mais est-ce qu'il existe vraiment une autre productivité ? En fait, pour moi, la productivité au sens très pur et dur du terme, tu vois, où tu veux optimiser ton temps, etc. Pour moi, c'est relativement neutre. C'est-à-dire que c'est un outil, c'est un levier, un peu comme ce qu'on pourrait dire sur l'argent, tu vois. Est-ce que l'argent, il est forcément teinté de morale ou pas ? Est-ce que la productivité, elle est forcément teintée de morale ou pas ? Alors, je pense qu'il y a évidemment des dimensions politiques, systémiques et tout sur la productivité, mais je suis aussi assez persuadée que la productivité, on peut la mettre au service d'autre chose que le toujours plus, que la rat race, entre guillemets, et elle existe aussi chez les entrepreneurs et les freelances, et qu'on peut aussi prendre du recul par rapport aux injonctions qu'on entend et qu'on nous rabâche depuis qu'on est petit, en fait, tu sais, d'optimiser ton temps, de bien travailler, les objectifs, les notes, les machins, enfin, même si c'est pas forcément de la productivité pure, on vit quand même dans un système qui nous encourage à être productif et à créer de la valeur, et voilà. Et je pense que cette productivité, en tout cas les outils qu'on utilise pour faire de la productivité, on peut un peu les détourner et les mettre au service d'autres choses. Et notamment des projets personnels, de nos engagements aussi, si on a envie de pouvoir avancer sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire au-delà de juste créer de la valeur, faire du chiffre d'affaires, cocher des cases et obtenir des résultats. Ouais. Je te pose la question parce que je sais de nos discussions en off, pas enregistrées,
qu'on partage quelque part dans nos expériences entrepreneuriales, ce moment où on a l'impression d'être dans une course qui, à un moment donné, nous fatigue. Et puis, on a besoin de repos. Et puis, on revient. Et j'ai l'impression qu'il y a un mode par défaut dans lequel on tombe qui nous pousse vers ce toujours plus rat race, comme tu le définis. Est-ce que tu arrives à identifier les choses qui, peut-être au début, ou peut-être qui reviennent, qui nous font tomber ou retomber dans ce mode par défaut de la productivité, du toujours plus ? Alors, je pense qu'il y a à la fois des facteurs qui sont personnels, de c'est quoi notre relation à la réussite, c'est quoi notre relation au résultat, à quel point est-ce qu'on aime, tu vois, le challenge, etc. Et du coup, plus on va être nous-mêmes dans à titre personnel, tu vois, stimulé par la performance, plus on va avoir tendance, je pense, à retomber potentiellement dans des travers un peu toxiques de la productivité. Donc ça, c'est le premier facteur, je dirais. Et puis le deuxième facteur que j'ai pas découvert cette année, mais que j'ai exploré cette année, c'est vraiment la dimension systémique et la culture du travail de manière générale. C'est-à-dire que on est plein, je pense, à avoir une relation au travail qui est pas toujours très saine, entre guillemets. Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Mais typiquement, moi, ce que j'observe, c'est que, de manière générale, il y a beaucoup de gens qui vont très vite relier la valeur qu'ils s'accordent, l'estime d'eux-mêmes à leurs résultats, leur productivité, le nombre de cases que tu vas cocher sur ta to-do. Et le problème avec ça, c'est que quand tu as des résultats, que tu es productif et que tout va bien, tu vis dans le meilleur des mondes et tu te sens efficace et tu te sens bien, etc. Quand tu es dans des phases de démotivation, tu vois ce que tu disais un petit peu, de genre tu arrives un peu au bout de ton énergie, au bout de tes ressources, ou alors simplement tu n'as pas les résultats que tu espérais avec toutes les actions que tu as mises en place, et du coup ça va venir directement impacter ton estime de toi, ta confiance en toi. Et en fait, c'est là que la relation toxique, elle se cristallise, tu vois. Et cette relation toxique, entre guillemets, entre les résultats, la productivité, que je mets un peu dans le même panier, entre guillemets, et puis notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, et tout ça, c'est à la fois des facteurs personnels. Je pense qu'il y a des gens qui ont des terrains plus ou moins propices à ça, en termes de personnalité. Et puis, c'est aussi des questions systémiques de la place du travail, je pense, dans notre monde et dans notre société de manière générale, la place de la performance, le culte de la performance dans plein de sphères de notre vie. Et du coup, tout ça, ça a forcément un impact à la fin sur comment est-ce qu'on vit la productivité, à quoi est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on la perçoit. Et moi, j'étais vraiment... depuis le début, je sens, tu vois, depuis le début que je parle de productivité et que j'explore ces terrains-là, j'ai toujours senti qu'il y avait une espèce de friction d'un point de vue moral ou valeur, tu vois. Parce que, par exemple, je sais parfaitement que aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui sont à des stades de développement, on va dire, intermédiaires, tu vois. Tu vis de ton business, mais t'es pas non plus une multinationale, quoi. Ouais. Plutôt solopreneur qui a envie de se structurer et d'aller un petit peu plus loin. Mais en vrai, ce modèle-là, je pourrais avoir un modèle beaucoup plus lucratif si j'allais voir des grosses boîtes ou si je faisais de la formation pure et dure et que je faisais, tu vois, de la formation productivité, organisation, gestion du temps auprès d'entreprises. Et ce truc-là, moi, j'ai jamais voulu aller sur ce terrain-là parce que je crois qu'au fond de moi, il y a toujours eu un truc de je sais pas si je suis OK avec le fait de participer moi-même à l'aliénation d'une certaine manière de certaines, enfin tu vois, ou en tout cas à la culture de la performance et du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. Et moi j'ai l'impression que ces deux pans que tu nommes, c'est-à-dire notre relation intérieure, personnelle avec le travail, la performance, la compétitivité, etc., et la dimension systémique qui est plus un mouvement extérieur vers intérieur, j'ai l'impression que c'est corrélé parce que, bien sûr, tu vois, c'est cette discussion éternelle de nature vs culture. Je pense que tout ce qui est attrait à notre relation personnelle au travail, c'est culture. C'est-à-dire que ça a été enseigné de quelque part, ça a été hérité de quelque part, et notamment dans notre écosystème qu'on partage de ces entrepreneurs qui créent du contenu, qui prennent la parole sur les réseaux et ainsi de suite. J'ai l'impression que là, la productivité toxique est très présente comme un signal externe vers nous. On reçoit beaucoup de messages de gens qui sont en mode « Si t'as pas tout donné, t'es une sous-merde, on a tous 24 heures dans une journée, montre-moi comment tu utilises tes 24 heures et je te dirai si tu vas réussir. » Enfin, tu vois, quand tu reçois des stimulations comme ça toute la journée, je trouve ça vachement dur de... Non, moi j'ai une relation très saine avec le travail. Et nous deux, on en a une preuve, on sait. Ah mais complètement. Et puis je pense que au fur et à mesure que tu avances dans ton aventure entrepreneuriale et que du coup tu vis les cycles dont tu parlais de ok, tout va bien dans le meilleur des mondes, en fait genre c'est difficile, c'est trop, etc.
Et plus tu avances aussi dans des réflexions de fond de mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est quoi la place que j'ai envie que mon business prenne dans ma vie ? Comment est-ce que potentiellement je nourris une vie à l'extérieur de mon business ? Puisque tu as aussi le piège de, en fait, tu es tellement passionné par ce que tu fais que tu te fais aspirer dans un vortex. Et du coup, tu oublies de nourrir toutes les passions que tu pouvais avoir potentiellement avant d'être entrepreneur. Ouais. Et plus tu laisses de côté ces passions, et plus c'est difficile de se reconnecter avec. Et du coup, plus tu t'enfonces profond dans le vortex parce que finalement, les alternatives au travail, il y en a de moins en moins. Et moi, je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, cette difficulté à imaginer une vie personnelle, tout simplement. Presque, en fait, le travail est tellement central qu'on ne sait pas quoi faire de notre temps libre si on ne travaille pas. Ouais. Et alors, en soi, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans ce truc-là, et c'est OK. Là où, pour moi, ça commence à poser problème, c'est si ça devient quelque chose de douloureux, là où on sent qu'il y a vraiment énormément de friction, là où on sent que ça commence à nous empêcher de faire des projets personnels qu'on aurait envie de faire, parce qu'en fait, notre travail prend trop de place. Et je reviens sur ce que tu disais sur le côté contenu et la manière dont on parle de productivité, de performance, d'efficacité de manière générale sur Internet, on va dire. Moi, ce que je trouve hyper difficile, et je me mets encore une fois dans le panier des gens qui parlent de productivité, d'efficacité, etc. Moi, ce que je trouve super difficile, c'est de trouver la bonne place pour le curseur. C'est-à-dire à la fois d'être dans des messages qui vont être empouvoirants d'une certaine manière parce que tu donnes des outils aux personnes qui en ont besoin pour reprendre du contrôle sur leur temps, pour reprendre du contrôle sur la manière dont ils s'organisent, parce que je suis quand même encore une fois persuadée que l'organisation, ça reste un levier hyper puissant pour reprendre du contrôle sur ton quotidien et éviter d'être dans une situation où tu subis absolument ton business. Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour trouver la limite de je suis pas en train de créer du contenu qui dit il y a je sais plus combien de secondes dans une journée, c'est ton budget temps, utilise-le et optimise-le à fond, tu vois. Parce que moi je suis pas d'accord justement avec cette idée qu'on devrait optimiser notre vie de manière générale pour la performance. C'est cool d'avoir un style de vie qui nous aide à être en bonne santé, qui nous aide à être performant au travail au sens s'épanouir, tu vois, dans ce qu'on fait parce que t'as bien dormi, parce que voilà. Mais tout optimiser dans le but de la performance, moi j'avoue c'est un truc qui me parle pas du tout, tu vois. Les gens qui sont en mode on se lève à 5h du matin, on mange, on pèse notre nourriture à 22h si je suis pas au lit, vraiment ma journée. Enfin, j'ai vraiment du mal avec ce truc-là de j'ai l'impression que c'est une cage en fait, et que au lieu de nous aider à nous épanouir, ça nous enferme dans des injonctions qui nous aident pas en fait. Ouais. Il y a quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail en ce moment, qui a écrit un petit livret qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Okay. C'est quelqu'un qui s'appelle Olivier Amand, qui est un chercheur spécialisé sur des sujets de choses de la nature, donc genre le fonctionnement des oursins, enfin des trucs comme ça, et qui dit que les écosystèmes naturels, que ce soit les plantes, les animaux, etc., c'est le meilleur secteur recherche et développement pour toutes les entreprises qui existent depuis des millénaires, parce que c'est des millions d'années de développement pour trouver le fonctionnement optimal de comment les choses devraient fonctionner. Et il dit, dans la nature, il y a énormément de gâchis. Et il prend un exemple que j'ai trouvé fascinant de la photosynthèse, donc une plante qui aspire la lumière pour créer les nutriments nécessaires pour grandir. Et il dit la photosynthèse, la plante, elle est optimisée pour le faire à genre 40% de ses capacités. Et c'est le meilleur niveau. Je dis 40, c'est peut-être 60, j'ai plus le chiffre exact en tête. Mais il dit c'est pas 100%. Donc elle gâche une grande partie de sa capacité productive de photosynthèse parce que si elle le faisait, elle se cramerait. Et du coup, ça lui permet d'avoir une amplitude d'adaptation en fonction de la lumière, s'il y en a pas trop, s'il y en a pas assez, etc. Et du coup, d'avoir plus de résilience parce qu'elle peut naviguer. Là où j'ai l'impression que beaucoup de nos contenus entrepreneuriaux qu'on reçoit, c'est d'essayer de nous optimiser toujours à 100%, ce qui fait que du coup, si tu varies, soit tu vas en rupture, ce qui arrive à beaucoup de gens, je pense, et on le voit dans les chiffres des burn-out qui explosent. Et du coup, c'est ça qui est problématique. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que j'avais jamais entendu ce truc de dire le gâchis, en fait, c'est ça qui crée ta résilience. Et j'ai jamais vu un contenu entrepreneurial qui dit en fait, c'est important que tu aies du gâchis dans comment tu utilises ton temps et que ce soit pas tout optimisé. Et moi, je trouve que justement, alors je sais pas si j'appellerais ça du gâchis, parce que moi, j'aurais peut-être d'autres mots pour le dire. Je pense qu'il fait exprès, il l'utilise fort pour que ça choque. Mais tu vois, par exemple,
on accepte hyper difficilement l'ennui de manière générale, la sous-stimulation, le fait de ne rien faire entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose... Alors, j'enfonce clairement des portes ouvertes parce qu'il y a aussi du contenu qui dit ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime, justement. Et je pense que c'est aussi une vraie compétence de savoir s'ennuyer, de savoir faire des pauses, de savoir reconnaître ses limites et de savoir, ok, je suis peut-être pas à 100% de l'optimisation, mais je suis peut-être à 100% de mes capacités là maintenant. Et c'est déjà énorme, en fait, tu vois. Même si t'es à 80% en soi, comme tu dis, en fait, on est humain, tu vois ce que je veux dire. Même une machine, elle a besoin de maintenance. Même une machine, elle peut pas être optimisée à 100%. Aucune machine n'a 100% de performance, tu vois. Bien sûr. Et nous, on est en plus des êtres biologiques qui sont soumis à plein de variables, autant environnementales qu'internes, qui font qu'en fait, à un moment, c'est pas juste une question de discipline, c'est pas juste une question de volonté, c'est aussi, je pense, un truc de, est-ce qu'on pourrait pas juste accepter que c'est ok d'avoir pas une vie optimisée à 100%, que c'est ok de pas avoir un business optimisé à 100%, que des fois c'est un peu le chaos, c'est un peu le chantier, etc. Mais en fait, ça fait partie du process, et je pense que ça fait aussi partie du sel, tu vois, de l'entrepreneuriat de manière générale, enfin de l'entrepreneuriat et de la vie de manière générale. Et moi, je trouve que du coup, ce truc que j'ai partagé avant d'Olivier Amand, il m'a aidé à faire le chemin de... C'est OK que ce soit pas optimisé à 100%, mais même de me dire, ce n'est pas la cible que ce soit optimisé à 100%. Et je trouve que ça, c'est une nuance que j'avais pas intégrée personnellement avant, de me dire, c'est OK, je suis pas parfait, blablabli, blablablou, mais de quand même le désirer. Et d'avoir ce regard-là, parce que moi, souvent, ce qui m'aide à m'apaiser un peu face à tous ces contenus que je peux voir et qui forcément m'affectent. Même moi, ça me fait réfléchir, me dire, est-ce que je suis pas un débile qui a rien compris quand je reçois 25 fois le même message de 25 personnes différentes que je vois sur LinkedIn ou YouTube ou je ne sais quoi. Et en fait, d'avoir le regard recherche scientifique et un regard de fonctionnement biologique de la nature, ça me fait me dire, OK, c'est bon, je suis dans le vrai, quoi. Et de me dire, ce n'est pas la cible, parce que si c'est ça que tu fais, en fait, t'es moins résilient que si t'es pas à 100% de tes capacités, parce que tu peux monter de régime. Ça m'a fait détendre un niveau supérieur, tu vois. Il y a le OK, c'est OK, et il y a le j'en ai même pas envie parce que c'est pas à mon service. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant quand tu arrives à retomber là-dedans. Mais justement, tu vois, quand tu dis j'en ai même pas envie parce que c'est pas à mon service, là où la productivité peut devenir un piège, c'est que tu mets le doigt dans la productivité et au début, c'est un peu grisant, tu vois, parce que justement, tu as cette sensation de contrôle, tu vois les trucs qui avancent, tu te sens performant, efficace, etc. Et ça, je pense que toutes les personnes qui ont un peu mis le doigt dans l'engrenage connaissent cette sensation, tu vois. C'est genre, t'as l'impression d'avoir débloqué des super pouvoirs et que tout d'un coup, c'est ouf, tu vois. Tu fais ta première automatisation, t'as envie de tout automatiser. Exactement. Et puis même, tu vois, au-delà de ça, avant même d'arriver sur des trucs aussi avancés que de l'automatisation, quand tu passes de j'ai pas de to-do à genre j'ai une to-do, j'ai des priorités, je dépile les trucs et c'est efficace, mais tu vois ce que je veux dire. Et là où ça devient compliqué, c'est quand on continue sur le chemin de la productivité, c'est-à-dire, ok, on passe du stade 1, la to-do, au stade 2, je planifie, j'ai des objectifs, j'ai un plan stratégique et tout. On passe ensuite au stade 3 de, en effet, j'optimise un petit peu mon temps, je regarde ce qui peut être standardisé, etc. Mais je ne me demande jamais au service de quoi est-ce que toute cette optimisation, elle est. Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi? Au service de quoi est-ce que ça se met cette productivité? Et encore une fois, il y a autant de réponses que de personnes possibles. Peut-être que, j'en sais rien, toi, tu as une réponse. Moi, j'ai forcément une réponse, évidemment. Il y a des gens qui vont vouloir optimiser parce qu'ils veulent pouvoir aller chercher justement le stade suivant de développement dans leur business. Et c'est une réponse qui est pour moi tout à fait valide, valable et OK. Et puis, il y a des gens qui vont vouloir justement dégager du temps et de la charge mentale pour leur vie perso. Genre, mais en fait, j'ai un projet de faire des enfants, de faire autre chose de ma vie que juste charbonner comme une malade dans mon business. Et du coup, j'ai envie de pouvoir retrouver, me réapproprier ce temps personnel-là. Et puis, il y a une infinité d'autres choses, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on n'interroge pas suffisamment, justement, dans nos contenus, mais parce que c'est pas très fort marketingment parlant, tu vois, de demander aux gens, mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et pourtant, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental de savoir. Mais en fait, si tu mets autant de temps, d'efforts, de sueur, de discipline et de, tu vois, genre, d'efforts dans ça,
c'est quoi l'objectif final? Et tu vois, de faire un peu les 5 whys, quoi, tu vois. Ouais, pourquoi, et pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Et le pourquoi du pourquoi. Et en fait, quand tu creuses, bah, c'est beaucoup plus puissant parce que ça te permet d'avoir un petit peu déjà des indicateurs de est-ce que je suis au bon, tu vois, est-ce que le curseur il est au bon endroit justement pour moi en termes de productivité. Et puis ça permet aussi de se mettre une espèce d'objectif, tu vois. À un moment, bah, en fait, comme tu disais, si je suis à 40% d'optimisation, c'est suffisant parce que ça répond à mon besoin, au besoin, tu vois. Mais connaître ce besoin qu'on a envie de nourrir avec la productivité, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que sinon, c'est juste de la productivité en mode bulldozer, tu vois, où tu rases tout, mais tu sais pas ce que tu vas construire après, quoi. Enfin, et c'est pas forcément très utile, d'autant plus que, soyons très honnêtes, construire des habitudes de productivité et d'organisation, c'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Et ça, je pense qu'on le dit pas assez aussi, tu vois, justement dans les contenus, genre « Ah bah moi, je me lève tous les matins à 5h. » Tu tiens combien de temps? Et ça fait combien de temps que tu le fais, tu vois voilà. Oui. Donne-nous du contexte, s'il te plaît. Donne-nous un petit peu de contexte plutôt que je n'ai pas d'enfant. De souffler dans ta flûte, tu vois. Et donc, ça met du temps, ça demande des efforts. Donc, si tu sais pas pourquoi est-ce que tu le fais, t'as encore moins... Enfin, tu vois, la discipline, elle est difficile à mobiliser si le pourquoi, il est pas clair, quoi. Ouais. Et ça me renvoie à ce que tu disais tout à l'heure de... Une des choses qui peut nous faire retomber dans la course au toujours plus et la productivité version toxique, c'est la relation qu'on a avec la performance et ainsi de suite. Et des fois, l'objectif n'est pas clair de façon posée et rationnelle, parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est combler un vide en nous, ou avoir une plus haute estime de nous-mêmes, ou essayer d'attirer le regard des personnes qui nous impressionnent parce qu'on a envie de plaire et on n'a pas l'impression d'être assez tant qu'on n'a pas ces gens-là qui nous regardent et qui nous disent « Voilà, tu es une bonne personne, bravo, félicitations ». Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus, qui nous pousse à plus, alors qu'effectivement, peut-être qu'en fait, j'ai déjà atteint l'objectif qui m'irait et qui me soutient et que ce que j'ai déjà fait est parfait, en fait. Complètement. Et puis, on a même le droit de dire « Mais en fait, la productivité... » ça ne m'intéresse pas, et je pense qu'il y a plein de gens qui fonctionnent de manière tout à fait ok et qui performent de manière tout à fait ok sans se poser la question d'optimiser à fond, tu vois. Et moi j'aimerais presque entendre, tu vois, des histoires de personnes qui sont dans cette relation neutre entre guillemets, tu vois, avec la gestion du temps, avec l'organisation, de genre bah c'est pas spécialement un sujet qui en fait c'est presque un non-sujet pour eux, tu vois ce que je veux dire, puisque bah, moi, je vis dans un monde, évidemment, où c'est un sujet quasi permanent, puisque c'est mon travail, tu vois. Mais je suis presque persuadée qu'il y a des personnes qui vivent dans un monde où c'est pas un sujet. Et ça doit être assez cool, en vrai, je pense. Ça doit être très libérateur. Ouais. Justement, comme tu dis que toi, c'est quelque chose qui fait partie de ton monde et de ta vie au quotidien, parce que, à la fois, c'est un sujet qui t'intéresse pour ton entreprise, mais c'est aussi le sujet duquel tu parles et sur lequel tu enseignes et sur lequel tu prends la parole, notamment sur ton podcast. Est-ce que, comme que c'est plus dans ta tête, tu arrives à avoir une finesse d'observation pour toi-même, de peut-être les déclencheurs qui font que tu vas osciller d'un côté ou de l'autre, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu as vues? Ah, quand il se passe ça, c'est un signe que je dois ralentir, ou au contraire, c'est un signe que je suis en train de tomber dans l'envie de faire toujours plus. Tu arrives à sentir ça? Ouais, alors moi j'ai un gros déclencheur et je pense qu'il va parler à plein de gens, c'est la relation à l'argent. Pour le coup, relation pas hyper saine à l'argent. Et donc du coup, je vais avoir envie de toujours plus. Tu vois ce que je veux dire? Notamment en termes de chiffre d'affaires. Et encore une fois, on en revient à enfoncer des portes ouvertes, mais on est aussi dans un écosystème qui nous vend ça à longueur de journée. C'est un argument marketing dans tous les sens, et que du coup, à un moment, tu te dis, mais quel est mon problème si je ne fais pas 10 cas par mois, si je ne fais pas 20 cas par mois, etc. Donc moi, j'ai ce biais de, en fait, si je ne remets pas du rationnel, justement, dans le pilotage financier de mon business, je vais être dans le toujours plus. Et du coup, comme je veux plus de chiffre d'affaires, générer plus d'argent, je vais être dans le hustle, tu vois. Donc dans le je vais faire plus et je vais monter dans ma petite roue et je vais courir à fond. Et du coup, moi, ce qui m'aide, c'est, mais encore une fois, parce que c'est mon trigger, c'est de remettre justement le nez dans mes finances et de me dire, ok, attends, c'était quoi l'objectif déjà? Pas en termes de chiffre d'affaires, et ça, j'ai arrêté les objectifs de chiffre d'affaires. Maintenant, je me mets des objectifs de revenus, tu vois. Combien est-ce que j'ai besoin que mon business génère pour moi? Et c'est très égoïste, hein, mais je pense sincèrement que c'est pas une approche délirante.
combien est-ce que j'ai besoin que mon business génère pour moi, pour me permettre de dormir sur mes 4 oreilles la nuit parce que j'ai pas un stress financier, de faire les projets perso qui me font kiffer, tu vois. Et en fait, la limite, elle est là pour moi, tu vois. Le côté, si j'ai atteint mes objectifs de revenus, bah peut-être que je peux lâcher un peu du lest sur le côté productivité, etc. quoi. En tout cas, ça fait que tu peux remettre ton attention sur qu'est-ce qui compte le plus pour la suite. Est-ce que c'est aller un cran plus loin ou prendre soin de moi, ralentir, mettre plus de care dans mon quotidien Et ça, c'est... Tu vois, tu parlais de cycle tout à l'heure. Pour moi, c'est des cycles, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie d'aller un cran plus loin. Et puis à un moment, je vais atteindre une espèce de mini-plateau et je suis bien là, tu vois. Et moi, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, je suis clairement dans un moment où je suis bien là. Genre, j'ai pas envie de plus. J'ai pas envie des avantages, mais aussi des problèmes qui viennent avec le plus. Parce que, en fait, ça aussi, c'est un truc dont on parle assez peu, je trouve. C'est que quand tu fais plus, que ce soit même en termes de productivité ou de chiffre d'affaires, à un moment, t'as des bénéfices, ça c'est clair, mais t'as aussi des problèmes qui arrivent avec, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de chef d'entreprise plus avancés. Non, parce que c'est pas une question d'avancement, c'est juste une question de... J'ai pas envie d'avoir un business qui me pose plus de problèmes que ce que j'ai déjà aujourd'hui, quoi. Quelque chose dont je me suis rendu compte personnellement dans ma relation avec ce terme même de productivité, c'est que je n'arrivais pas à trouver une manière de le mesurer de façon concrète. Comment je mesure que je suis productif ou pas. Et je le vois sur beaucoup d'enjeux que les personnes qu'on accompagne ont sur la tarification, par exemple. Beaucoup de gens tarifent au TJM à la journée, alors qu'ils ont des métiers où c'est des métiers de créativité, d'idées, qui parlent de compétences de savoir, et où du coup, si tu tarifes à la journée, t'es récompensé pour prendre plus de temps, alors que ça se trouve, tu le fais en 1 heure. Et du coup, c'est pas une bonne mesure, au final, le temps que tu passes. Et je me suis dit, pareil sur la productivité, c'est, OK, comment je mesure le fait que je sois plus ou moins productif, parce que je suis pas un travailleur d'usine, c'est pas je mets moins de temps pour la même sortie, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, avoir la bonne idée, le bon sujet au bon moment, enfin... Et du coup, ça, je me suis rendu compte, mais je suis pas capable de mesurer si je suis productif ou pas. Et du coup, ça crée encore plus de complexité. Et donc, je tombe dans cette espèce de pseudo-définition de la productivité de si je suis occupé, si je suis en train de m'agiter et faire plein de trucs, ah d'accord, bah c'est là où je me rends compte que j'ai l'impression de faire plein de choses. Alors qu'en fait, non, genre l'enfer de faire plein de choses tout le temps, ça se trouve, je vais pas du tout dans la bonne direction. Ouais, mais en fait, je pense que on revient au pourquoi, c'est-à-dire que les indicateurs que tu vas mettre en place pour mesurer la productivité, de mon point de vue, alors tu vas avoir potentiellement des indicateurs un peu type entre guillemets, de, je sais pas, le nombre d'heures travaillées par semaine par rapport à un objectif que tu t'es fixé, ou j'en sais rien, par exemple, un revenu horaire. Je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant à calculer, par exemple. Quand tu parlais de facturation, et qui dit quelque chose de la rentabilité du temps que tu passes dans ton business et de la rentabilité des efforts que tu y mets, tu vois. Genre, pour moi, un entrepreneur je parle de rémunération, je parle pas de chiffre d'affaires, qui se rémunère à 2500 € par mois, entre un entrepreneur qui bosse 60 heures par semaine et qui a cette rémunération et un entrepreneur qui bosse 30 heures par semaine avec cette rémunération, il y a un monde en fait. Et du coup, je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant à calculer pour se demander, mais en fait, est-ce que mon revenu horaire, il est représentatif de l'équilibre auquel moi j'aspire? Donc ça, c'est un indicateur très objectif en soi. Tu prends le nombre d'heures que tu travailles, tu prends le revenu moyen que tu te verses, et tu fais tes calculs, tu vois. Oui, sachant qu'en plus là, tu as la nuance que je veux préciser pour les gens qui nous écoutent. C'est pas le nombre d'heures facturées. Non, c'est le nombre d'heures de travail. Donc même que tu bosses pas pour un client, tu bosses pour ton marketing, pour ton orga et tout. Juste ça, t'es devant l'écran et tu mesures, quoi. T'es assis, t'es en train de travailler et t'es pas en train de faire la cuisine, jouer avec tes enfants, faire ton jardin ou je sais pas, quelles que soient les activités que tu kiffes et que tu fais dans ta vie perso. Si t'es en effet dans ton travail, pour moi, c'est du temps travaillé. Donc ça, c'est un indicateur. Et puis après, pour moi, il y a des indicateurs qui vont correspondre aux objectifs qu'on se met par rapport à la productivité. De justement, est-ce que ça peut être des indicateurs... assez peu palpable ou en tout cas peu objectif, mais des trucs de satisfaction. Est-ce que je suis satisfait entre guillemets de ma semaine? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je sors de ma semaine full lessivée, ou est-ce que au contraire je sens que j'ai respecté un équilibre, je suis satisfait de ce que j'ai fait
Et voilà, tu vois. Et ça, c'est des indicateurs qu'on peut mettre en place. Ça peut être des indicateurs aussi, encore une fois, de temps dégagé, de temps que tu passes dans ta vie perso, au lieu de mettre le focus sur ce que tu fais dans ta vie pro. Tu vois. Oui, tu peux mesurer aussi ce que ça t'a permis, le travail de j'ai passé X heures avec mes enfants, j'ai fait X sessions de sport. Et ça, et encore une fois, l'intérêt de ces indicateurs-là, c'est que ça va reconnecter tout ça à pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la productivité et pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'organiser, de structurer, d'automatiser, etc. Quelque chose que moi je vis beaucoup en ce moment, qui me frustre parce que j'ai cette pratique que tu décris là sur les bons indicateurs qui ne sont pas juste des indicateurs de chiffre d'affaires, ils ont une variabilité, j'en ai plusieurs pour essayer d'encapsuler les différentes dimensions de ce que c'est le travail dans ma vie. Mais en ce moment, je me rends compte que mon nombre d'heures de travail est en diminution. J'ai l'impression que la rentabilité horaire, du coup, va dans le bon sens aussi. Mais j'ai l'impression que malgré ça, ma charge mentale liée à tout ça reste équivalente, voire supérieure et en croissance. Et ça, j'ai du mal à avoir de la clarté sur qu'est-ce qui cause. Parce que je me dis, j'ai jamais autant peu travaillé de ma vie. J'ai jamais eu autant une bonne structuration de ma boîte avec des bons process, des choses qui sont automatisées, des choses... On a bien réparti les rôles des personnes avec qui on travaille, nanana. Pourtant, j'ai autant, voire plus de charge mentale. Et ça, j'ai l'impression, pareil, c'est quelque chose qui rentre dans la productivité, c'est à quel point ça prend de l'espace. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'on a un peu le même type de profil, toi et moi, sur ça, puisque... Comme toi, si je me fie seulement à des indicateurs chiffrés objectifs, je pense que je travaille peut-être 25 ou 30 heures par semaine. Et pour autant, quand je fais le bilan, j'ai l'impression que mon travail prend énormément de place, tu vois. Je sais pas, si on dissèque mon cerveau de manière complètement virtuelle et métaphorique, je pense que 80% de la bande passante, elle est prise par le travail. Et pour autant, c'est pas du tout 80% du temps éveillé, on va dire, que je passe sur mon business. Mais là, c'est pareil. Pour moi, c'est des choses à aller explorer de la relation au travail, les questions de lâcher prise. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là de sécurité. En fait, ça peut venir de plein d'endroits pour moi, la charge mentale. Ça peut être de la confiance aussi par rapport aux équipes qu'on peut mettre en place. Enfin, ça peut être plein de trucs, tu vois. Ouais. Moi, j'ai l'impression que dans mon cas, ça vient beaucoup du fait que même si j'ai réduit le temps, je suis quand même sur une multitude d'enjeux, une multitude de projets. Et il y a toujours une partie de ma tête, du coup, et de mon espace mental qui est câblée sur ne pas oublier toutes les choses, même si elles sont bien écrites dans un espace, tu vois. Il y a quand même un truc qui tourne constamment sur ok, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et j'ai des pratiques de silence, j'ai des pratiques de sport. J'ai l'impression d'avoir le comportement optimal pour lâcher prise et le soin, tu vois, selon tout ce qu'on voit passer. Pour autant, ça reste là. Et du coup, c'est une frustration de me dire, est-ce que c'est une fatalité ? Genre, toute personne qui a une entreprise c'est tout le temps comme ça, à se sentir cette charge mentale ? Est-ce qu'il y a une sortie ? J'ai l'impression d'être le fit guy, entrepreneur bien. Surtout en ce moment, j'ai jamais eu un rythme sportif aussi bien qu'en ce moment. Ça reste un sujet. Mais je pense que c'est une bonne question et je n'ai pas la réponse, tu vois, sur est-ce que la charge mentale, c'est la malédiction de l'entrepreneur ou pas. J'en sais rien. Moi, je suis quand même assez persuadée que quand on est entrepreneur, on est tout le temps en train de résoudre des problèmes, tu vois. Il y a toujours des problèmes qui tournent en tâche de fond dans notre tête il y a ce truc-là dont je me suis pas spécialement occupée et ça fait un petit moment que je l'ai dans un coin de ma tête, tu vois. Ou comme tu dis, dans ton cas, j'ai 125 chantiers en parallèle et à un moment, tu peux pas jongler avec 125 balles de manière sereine, tu vois. Et ça, je sais pas, mais je pense que ça vaudrait le coup d'interroger des entrepreneurs qui ont un peu plus de bouteilles presque que nous, tu vois, et d'aller demander, mais en fait, est-ce que il y a des personnes qui arrivent à trouver un fonctionnement qui leur permet de siloter, entre guillemets, les choses et d'avoir presque une relation à son business comme on aurait une relation avec un job normal. Je mets des très très gros guillemets, tu vois. Ou en tout cas, c'est pas toi qui portes 100% de la responsabilité du risque. C'est pas toi qui prends 100% de la responsabilité du risque. Et surtout, pour moi, quand t'es entrepreneur, c'est très difficile de fermer la porte. Tu vois, c'est-à-dire d'avoir un espace dans ta tête qui est dédié à ton business et tu fermes la porte de ton bureau, tu commences à faire ta life et ton business est resté
de l'autre côté dans de la porte. dans le bureau, tu vois. Là où, alors personnellement, c'est mon expérience personnelle, mais tu vois, quand j'étais salariée, j'avais pas du tout ce truc de je ramène le travail à la maison. Bah ouais. Pas du tout. C'était, ok, il est 17h30, la to-do, elle est finie, elle est pas finie, c'est pareil. C'est ciao, bonsoir, tu vois. Et encore, c'est pas le cas de tous les salariés, ça dépend tellement de l'entreprise, du management. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est mon expérience personnelle à moi, et j'ai tout à fait conscience qu'il y a plein de gens qui ont une expérience différente. Et je parle même de ma dernière expérience, parce que j'ai eu d'autres expériences où on n'était pas sur la même limonade, tu vois. Mais des fois, je me dis, je pense qu'on a tous cette réflexion à un moment ou à un autre. Ah là là, mais je rêve de légèreté et de simplicité et de réussir à prendre la prise de mon cerveau là et de faire pouf, fini, ciao, ciao, bonsoir, vraiment, je fais autre chose de ma vie et je pense à autre chose. Versus, quand bien même tu arrives à structurer des to-do, à capturer tes idées, etc., bah pour autant, est-ce que le vélo dans la tête, il s'arrête complètement ? Pas toujours, en fait. Je pense que ça reste des leviers intéressants, parce qu'il y a quand même, pour moi, une différence entre t'as de la charge mentale en mode tout est dans ton cerveau, et t'as de la charge mentale en mode il y a quand même une certaine structuration, et tu peux compter sur des outils pour t'aider à, tu vois, en mode pansine de Dumbledore, là, pour t'aider à vider, justement, à vider ton cerveau. Il y a, je pense, quand même un petit monde, mais pour autant, toute la charge mentale de l'entrepreneur ne repose pas sur du « il faut faire ça ». C'est aussi les décisions à prendre, qui potentiellement ont besoin de mûrir pendant un petit moment, et puis en fait, bah, ça tourne jusqu'à ce que tu actes un truc. C'est les responsabilités, comme tu l'as dit, le fait que potentiellement, tu as une équipe qui compte sur toi, et que bah, y a des moments dans une boîte où tu te dis « est-ce que je vais réussir à faire en sorte que les personnes avec qui je travaille elles mettent du beurre dans le frigo, tu vois. Enfin, c'est bête, mais moi, je trouve que c'est une responsabilité énorme. Clairement. Quand tu es entrepreneur. Puis c'est une réflexion sur la délégation qui est hyper intéressante que j'ai écrite j'écris des gros articles bilan de fin d'année. Et il y en a un où, une année, on était monté à 8 personnes dans l'équipe. Et j'étais le seul dont les missions avaient une conséquence sur le chiffre d'affaires. Ouais. Et du coup, en fonction de cette structuration-là, elle rajoute une charge mentale et une pression parce que il y a 8 personnes dont une partie des revenus dépendent de moi et de mon action, beaucoup plus intense que là, depuis notre structuration, où les rôles de génération de chiffre d'affaires sont répartis. Et je ne suis plus le seul responsable. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est deux mondes complètement différents, comme tu l'as dit. Et c'est intéressant de voir, ça crée de la charge mentale. Est-ce que je peux réorganiser les choses autrement ? Et ça, c'est des sujets aussi, je pense, qui vont arriver de plus en plus sur la table dans les contenus d'entrepreneurs comme nous, tu vois, qui commencent à avoir une certaine maturité business. Et on parle toujours, tu vois, de structuration. Il y a un peu le côté délégation, c'est la baguette magique qui va te permettre de gagner du temps dans le ta charge mentale et tout. Je pense qu'il y a quand même des gros mythes autour de ça. Et notamment sur le côté, la structuration, c'est forcément la solution. Et j'ai été, tu vois, dans ce truc de la structuration, c'est la solution. Bah, en même temps, ça fait partie de mon taf, tu vois. Mais je pense sincèrement qu'il y a plein de problèmes qui viennent avec la structuration, notamment de responsabilité, t'augmentes de manière très conséquente ton seuil de rentabilité, donc plus tu structures, c'est-à-dire, enfin, ça dépend comment tu structures, mais si tu structures en mode équipe, plus tu vas avoir des charges fixes qui augmentent. Et donc ton seuil de rentabilité. Et plus mécaniquement, tu vas avoir besoin de faire rentrer de business pour maintenir l'équilibre financier de ta boîte. Et du coup, c'est un peu ce que je te disais, tu vois, sur le côté, chaque type de business va avoir des challenges différents, mais je pense que il faut accepter qu'il y a toujours des challenges avec ton business. Je sais pas, tu démarres, peut-être que ton challenge, c'est de toi mettre du beurre dans ton frigo, tu vois. De te dire, ok, je vais être capable de générer suffisamment de chiffre d'affaires et à la fin d'avoir un revenu qui me permette de vivre décemment. Peut-être que c'est ça le premier challenge. Et moi, j'ai été cette personne au début de mon aventure où je rêvais, tu vois, de faire plus de chiffre d'affaires, d'avoir presque trop de travail, parce que tu te dis, problème de riche. Problème de riche peut-être, mais problème quand même. C'est-à-dire que à chaque tranche, entre guillemets, de développement, il y a des nouveaux problèmes. Tu as des nouveaux problèmes. Ouais. Et je pense que il faut en avoir conscience et potentiellement accepter que si tu décides d'aller sur la tranche de développement suivante, tu vas laisser une partie de tes problèmes derrière toi, tu vas en découvrir des nouveaux, tu vois. Ouais. Et je pense que les gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, c'est ça qui les drive. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et moi, personnellement, je suis pas une entrepreneur passionnée par l'entrepreneuriat. Je suis une entrepreneur passionnée par mon métier. Donc me dire, je vais passer à la step, à l'étage suivant
et je vais me prendre la déferlante de problèmes qui vient avec. Et des nouvelles compétences à développer. Exactement. Da. Exactement. Genre là, merci mais non merci, tu vois. Ouais. Et c'est ok aussi, je pense, de se dire qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de plus. On n'a pas forcément envie de plus de chiffre d'affaires, etc. Oui, est-ce que c'est gratifiant? Peut-être. Est-ce que pour l'ego, c'est cool? Sans doute, tu vois. Mais à la fin, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que mon travail, il a la bonne place dans ma vie, tu vois. Ouais. Et si c'est j'arrête de dormir parce que je sais pas comment est-ce que je vais faire pour payer mes charges à la fin du mois et que ma trésor, elle est dans le rouge. Bah, pourquoi? À quoi bon? En fait, j'ai pas envie de me faire des trous à l'estomac, tu vois. Donc, Ouais. des fois, c'est cool aussi de juste... T'es sur une phase de plateau, tu kiffes la phase de plateau, et quand tu commences à t'ennuyer, voilà, et bah tu trouves des choses qui vont te stimuler. Et les choses qui vont te stimuler, C'est peut-être. le stade suivant, mais peut-être pas. Ouais. Il y a pas mal de nos choses qu'on s'est dites là qui me font me dire qu'il y a... Quand il y a un surplus de choses qui rentrent et qui prennent de la charge mentale, du temps, etc., il y a option 1, créer des choses qui permettent de soulager ça. Donc, il y a plus d'entrées, mais du coup, il faut créer plus de portes de sortie. Mais je crois aussi, et c'est ce sur quoi moi, j'essaye de mettre de la valeur en ce moment, c'est limiter les choses qui rentrent. Et du coup, me tourner vers comment je remets de la simplicité dans mon modèle, mon écosystème d'offres, mon organisation, comment j'enlève une couche de complexité pour que ce soit plus minimaliste. Et du coup, par exemple, réduire le nombre de missions que j'ai au quotidien ou réduire le nombre de projets sur lesquels je m'engage dans un temps donné. Il y a quelque chose que toi, tu fais régulièrement qui, à chaque fois, je me dis « Putain, elle est forte, Claire. J'aimerais bien faire pareil. » C'est dans ton rapport aux réseaux sociaux. Il y a régulièrement des moments où tu as une petite automatisation sur Instagram, par exemple, où il y a juste écrit, genre on t'envoie un message, je ne sais quoi, et il y a écrit je suis pas sur les réseaux sociaux pendant les 3 prochains mois, mes priorités sont ailleurs, si tu veux m'écrire, voici mon mail. Et à chaque fois, je me dis, j'en rêve, et en même temps, ma facilité fait que je me mets à créer, tu vois. Ouais. Quand je suis bloqué dans des trucs, il y a une partie de moi qui est en mode boum, je vais écrire un post LinkedIn, ou boum, je vais aller sur Insta. Parce que c'est ce qui est devenu simple et kiffant pour moi de créer, de prendre la parole, de partager, d'être en connexion avec les gens. Et pour autant, je me dis, si je réduisais les missions pour me concentrer sur ce qui était vraiment prioritaire, et uniquement ce qui est vraiment prioritaire, et faire beaucoup moins de façon radicale, c'est aussi quelque chose que je couperais. Et je trouve que c'est une vraie force que tu as. Mais pour moi, c'est vraiment une question de balance entre l'énergie que ça me prend et ce que ça me rapporte. Et je pense qu'on est assez différents de ce point de vue-là. C'est que je pense que toi, tu as plutôt un type extraverti où tu te nourris du contact avec les gens, ou en tout cas, c'est quelque chose qui... Jusqu'à un certain stade, en tout cas. Jusqu'à un certain stade, jusqu'à ce que tu sois en fatigue sociale et tu as envie de rentrer dans une grotte. Ouais, grave. Mais moi, j'ai envie de rentrer dans une grotte directe, tu vois. C'est-à-dire que je ne sors pas. Oui. J'adore parler avec les gens, etc. Mais c'est quelque chose qui m'aspire, tu vois. Vraiment, ça m'aspire. Et les réseaux sociaux, notamment, c'est très cool, mais je sentais à quel point c'était quelque chose qui m'aspirait très, très fort à plein de niveaux. Ça m'aspirait autant sur le côté introverti, où finalement, je sais pas si c'est que mon introversion, tu vois, mais je me sentais surstimulée. Et aussi, on parlait des injonctions et tout, pressurisée. Et comme je suis très, très forte pour intérioriser les injonctions, après, je me sens juste très, très mal. Donc, du coup, pour moi, c'était plus sain de me dire, je vais écarter ce truc-là. Et puis surtout, en fait, si je regarde les conséquences pour mon business, la manière dont j'ai structuré les choses, en fait, ça n'a pas de conséquences ou très peu. Est-ce que je perds du business, entre guillemets ? Oui. Est-ce qu'il y a des opportunités que j'aurais pu prendre ? Évidemment. Mais en fait, si j'ai pas envie, que j'y prends aucun plaisir, ça vaut pas le coup, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les 10 000, 15 000, 20 000, X 1000 euros de chiffre d'affaires que je vais faire en plus, si à la fin de la journée, j'ai juste envie de rien faire et que vraiment je me sens archi mal, pour moi, ça vaut pas le coup, tu vois. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là. Et j'en parle, ça revient sur la table assez régulièrement. Et je pense que ça parlera aussi à d'autres entrepreneurs. Mais tu sais, des personnes qui connaissent pas ton business, qui savent pas vraiment ce que tu fais, qui connaissent pas non plus les détails et qui vont te dire « Ah non, mais tu devrais trop aller sur TikTok, c'est the place to be et tout. » Pardon, mais non, en fait. Ça fait... J'ai lancé mon compte Instagram il y a genre 7 ans, un truc comme ça. J'ai fait, tu vois. J'ai réussi, entre guillemets, d'un point de vue statistique, j'ai réussi.
j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Et en fait, aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup plus à faire du contenu long, à être sur d'autres formats que de faire du snack content, où en fait, pour moi, j'ai l'impression de remplir un seau percé aussi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, pour moi, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu crées du contenu, et j'entends tous les gens qui vont dire non, mais c'est parce que t'es pas bien organisé, parce que t'as pas optimisé ton truc de contenu, parce que tu peux recycler. C'est vrai. Est-ce que je pourrais faire cet effort-là? Est-ce que je pourrais déléguer Oui. Est-ce que j'en ai envie? Non. Donc en fait, pour moi, c'est ça le critère, tu vois. Est-ce que factuellement, ça met en péril mon business? Non. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. La réponse, c'est non, en fait. Oui, et donc les bénéfices résiduels que j'en tirerais si je le faisais ne sont pas à la hauteur du coût que ça représente émotionnellement, énergétiquement. Ouais, et c'est clairement pour moi, surtout le coût émotionnel qui était très fort. Et d'ailleurs, je me rends compte, tu vois, au fur et à mesure que j'apprends à me connaître grâce à l'entrepreneuriat, que finalement, c'est toujours le coût émotionnel qui vient faire la sentence sur mes choix. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la radicalité quand même chez toi là-dessus. C'est-à-dire que l'exemple des réseaux sociaux, il est peut-être plus simple à prendre pour toi parce que c'est un truc qui te coûte beaucoup. Mais de ma perception extérieure, et peut-être que tu vas me dire que c'est pas le cas, j'ai l'impression que tu arrives de façon très claire et avec... je sais pas si c'est les process qui te soutiennent ou quoi, mais tu arrives à être très rigoureuse sur mes priorités sont à cet endroit. Je ne vais pas me laisser bouffer par les objets brillants qui sont autour et je vais rester concentré. Ça dépend des fois. Il y a évidemment des fois où je dis oui et je me regrette. Je regrette d'avoir dit oui, pas parce que le projet est pas cool ou parce que ça se passe pas bien, mais parce que je vois à quel point est-ce que ça m'impacte. Mais c'est vrai que j'entraîne de plus en plus cette possibilité de dire non et aussi de pas me laisser... Enfin, tu vois, de pas me laisser avoir par le FOMO, parce que je pense qu'on l'a tous à un moment ou à un autre, de dire « Ah, mais ça a l'air trop cool. » Tu vois, par exemple, là, en septembre, il y a la Maison des Créateurs qui a ouvert. Je pense que tu y es allé d'ailleurs. J'y vais la semaine prochaine. Voilà. Après le salon SME. Top. Et du coup, Kylian m'avait envoyé un message en mode « ce serait trop cool de t'y voir. » Et j'aurais kiffé. En plus, Kylian, je le connais pas du tout. Ça aurait été l'occasion, tu vois, de discuter, de rencontrer plein de personnes, etc. Et sauf qu'en fait... Quand j'ai regardé mon agenda, tu vois, et mon planning, j'étais là, alors attends, septembre. Donc septembre, SME. Donc déjà, genre en termes d'intensité sociale, on va être sur un bon niveau. Comme dans mes programmes, les plannings sont calés 6 mois en avance, en fait, c'est toujours une question de réussir à slalomer entre les choses qui sont déjà prévues et puis ma priorité, ça reste mes clients, tu vois. Et du coup, est-ce que je me plie en 25 pour faire un truc où je sais que ça va me donner, ça va me donner des idées et tout, ça va me stimuler, mais ça va aussi me pomper de l'énergie. Et que quand je vais ressortir de là, je vais avoir besoin de 3 jours de voir plus de solitude pour m'en remettre. Ou est-ce que je me dis, tant pis, tu vois, j'irai peut-être plus tard, ou peut-être j'irai pas, j'en sais rien. Mais voilà, et c'est toujours ce jeu d'équilibriste. Et la question du coup que je me pose, c'est est-ce que je suis en train d'agir par peur, ou est-ce que je suis en train d'agir par envie, tu vois? Et là, du coup, je trouve que ça fait un bon tri. Est-ce que j'ai peur de rater une opportunité, ou est-ce que j'ai envie d'y aller? 2 choses complètement différentes. Là, j'avais peur, en l'occurrence, de rater un truc, tu vois. En soi, j'en avais envie, mais tu vois, le ratio, l'équilibre, il était pas dans le bon sens. Et sur plein de projets qu'on me propose, notamment des collaborations, des choses comme ça, je sais très bien que ce qui va parler, c'est plus la peur de rater de pas sauter dans le bon wagon, tu vois, que l'envie de vraiment prendre ce wagon. Ouais. Même si les projets sont très cool, etc. Et comme je commence à me connaître, et Catching, on en discutait, et a été une expérience très révélatrice pour moi, comme je commence à me connaître et à quel point je me mets de la pression quand je suis sur des projets collectifs, en fait, encore une fois, tu vois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pas forcément. Comment on fait si on a beaucoup trop d'envie? Parce que ce que j'entends là chez toi, sur ce point-là, c'est peur vs envie, etc. Et t'arrives à jauger sur les deux. Mais genre, il y a des personnes, et je pense que moi je suis dedans, il y a un moment, je me définissais comme un petit chiot affolé, tu lui balances une croquette dans chaque sens, genre il court un peu partout, où j'ai envie de faire 1000 trucs. C'est quelque chose que j'ai apaisé avec le temps, et maintenant je suis un peu plus le chien sage qui prend le temps et qui dit j'ai 30 ans de carrière devant moi, j'ai le temps de faire toutes ces choses petit à petit. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore contenu ce truc-là.
malgré le fait qu'elles savent, bah oui, si je fais 30 trucs à la fois, je vais pas les faire de façon plus approfondie, et ainsi de suite. Si tu devais aider ces personnes, et moi aussi, parce que je suis un peu dans un stade où j'ai envie de minimalisme, à me dire, ok, qu'est-ce qu'on coupe sur les branches ? Est-ce que tu as un protocole précis ? Tu nous as déjà donné des clés, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter pour me dire, bon, bah, je pose les trucs à plat, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je garde ? Bah, je pense que ça dépend un petit peu par quel bout est-ce que tu veux attaquer le truc. Je dirais que tu peux avoir un petit peu la partie pure opérationnelle, ras des pâquerettes, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire la partie orga quotidienne de factuellement, est-ce que tous ces trucs-là, ça rentre dans mon plan de charge ? Alors si je prends une semaine et que j'essaye de caler tous mes trucs, est-ce que l'équation, elle est solvable ? Ou est-ce que, je suis en train de faire du Tetris, et on parlait d'optimisation, tu vois, est-ce que je suis en train d'optimiser chaque quart d'heure et du coup... Ouais. Donc, plan de charge, pour les gens qui ne savent pas, c'est tu définis le taux horaire que tu veux et tu essayes de rentrer les choses là-dedans. Bah, pour moi, plan de charge, c'est vraiment... je parle de plan de charge, pas forcément d'un point de vue purement facturable, tu vois, mais vraiment de... Tu prends ta semaine, tu vois, on parlait de... Tu fais un budget temps, en fait, c'est plus ça. Okay. Tu fais un budget temps, de dire, OK, j'aimerais pouvoir faire de la danse, faire ci, faire ça, blablabla. T'as plein de projets, t'as plein de passions, t'as plein d'envies. Est-ce que factuellement, si tu poses ça, tu vois, en mode, si tu prends, t'imprimes un calendrier, tu prends un stabilo, tu fais des blocs de temps, est-ce que t'es en train de t'agiter pendant 9 heures par jour, ou est-ce que t'es sur un volume horaire qui est raisonnable, entre guillemets, pour les humains que nous sommes ? Ou tu te dis, je peux le tenir de façon régulière et récurrente sur une année. Exactement. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis après, moi, ce qui m'aide quand même beaucoup, c'est, je rabâche, tu vois, mais c'est ma vision. C'est-à-dire... quelle est la place que j'ai envie de donner à mon business et au travail de manière générale ? Comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie ? Enfin, tu vois, c'est quoi le temps que j'ai envie d'avoir de disponible ? Et du coup, ça encourage à la radicalité d'une certaine manière, parce que en fait, j'ai appris à me connaître. Et tu vois, je pense qu'il y a des personnes très... Et je pense que toi et moi, on est très différents. C'est-à-dire que moi... mon niveau d'énergie pour faire des trucs, c'est un shot, tu vois, genre vraiment la taille du verre minuscule. Et ce que je peux faire rentrer du coup factuellement dans mes semaines, dans mes journées et tout, très petit. Très petit, donc en fait, t'es obligé d'être relativement radical. Versus si t'as une capacité à jongler beaucoup plus forte, si t'as d'autres ressources, bah peut-être que toi, tu peux mettre plus de choses dans ton verre. Mais il y a forcément un moment où t'arrives à la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Et voilà. Après, je suis aussi assez persuadée qu'il n'y a pas de recette magique et qu'il y a un peu ce phénomène de t'as besoin de te prendre le mur une fois, bien sûr, 2 fois, 3 fois, de faire ta propre expérience. Et quand vraiment le mur il commence à faire très mal, ou alors que juste t'en as marre de te le prendre et t'en as suffisamment marre pour commencer à te poser des questions et à faire bouger les choses, bah tu trouves des solutions en fait et tu mets en place, je sais pas, ça peut être ne serait-ce qu'une espèce de mini arbre de décision, tu vois, de est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que j'ai envie de le faire ? Oui, non. Est-ce que ça va me faire renoncer à quelque chose auquel je tiens vraiment ? Oui, non. Enfin, tu vois, c'est quoi le sacrifice que je vais faire ? Parce que moi, j'ai vraiment cette vision de ce que tu vas rajouter dans ta vie, ça va demander à un moment de faire sortir autre chose. Le autre chose, ça peut être complètement neutre, tu vois, c'est pas forcément un truc important, mais il y a un peu ce truc de vase, tu vois. Et du coup, c'est de se demander, là, si je dis oui à ça, à quoi est-ce que je vais avoir besoin de renoncer ? Parce que je peux pas juste rajouter. Exactement, c'est pas possible, en fait. Ouais. Et donc, du coup, si je dis oui à cette collaboration, si je dis oui à ce projet, quel impact est-ce que ça va avoir, moi, sur ma capacité à être dans mon business à moi, à atteindre mes objectifs à moi ? Et j'avoue, j'ai une approche très égoïste de la chose, tu vois. C'est-à-dire que ce qui compte avant tout et ce qui va faire le critère de choix in fine, c'est est-ce que ça sert mes objectifs à moi très directement ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce projet ? Est-ce que ça va me permettre de maintenir le temps de travail qui est idéal pour moi ? Est-ce qu'à la fin, ça me permet, tu vois, d'être au revenu horaire qui me va ? Ouais. Et puis encore une fois, le plaisir, l'envie, qui sont des trucs moins rationnels, tu vois, mais ouais, j'ai une vision très égoïste des choses et encore une fois, je pense que ça me ferme plein de portes. Mais je crois que je m'en fiche un petit peu parce que ça me permet d'avoir une vie qui m'épanouit beaucoup plus, quoi. Ouais. Et moi, ce que tu me dis, ça me fait repenser à ce que je disais sur la photosynthèse avant. Je pense que j'ai un verre qui effectivement peut être plus rempli, mais je sens en moi l'aspiration à ce que j'optimise pour qu'il soit à moitié rempli la plupart du temps.
et je sens que je me bats contre moi-même, quelque part. Il y a une partie de moi qui a envie de... Et en même temps, il y a une autre partie de moi qui redescend. Et c'est vrai que c'est cyclique. Je pense que ces 2-3 dernières années, je suis dans un cycle de... je monte jusqu'à un stade, je ressens de la fatigue, de la lassitude, de l'ennui parce que je suis allé dans le trop. Ouais. Je resimplifie des choses, on redescend et ça remonte progressivement et je resimplifie. Et je pense que juste je suis arrivé à un stade où ces cycles ont été trop courts, où j'arrive en phase de rupture beaucoup trop régulièrement et que du coup là c'est pour ça que au moment où on se parle, il y a une forme d'envie de radicalité, de tout envoyer balader, de faire un truc super simple, quitte à avoir une seule offre, tu vois, enfin, arrêter les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça qui se passe, c'est que je suis à la fin d'un cycle. Et donc, c'est pour ça que ma soif de simplicité, genre, j'ai l'impression de... J'ai vraiment soif, quoi. Et why not, en vrai? Mais tu vois, pour moi, c'est encore une fois, quand je parle de vision, c'est une question aussi d'aspiration personnelle et de ce pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des entrepreneurs dont l'objectif, le rêve et ce qui les drive, c'est par exemple d'impacter le plus de gens possible ou d'aider le plus de gens possible, etc. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très auto-centré peut-être, mais j'ai pas cette ambition d'avoir un impact si fort sur le monde que j'ai besoin de toucher des milliers de personnes. Donc, du coup, ça réduit aussi beaucoup l'injonction à aller toujours plus loin, à faire toujours plus. Voilà. Et typiquement, si mon business tourne, presque, je m'en fiche de savoir si je crée du contenu ou pas. En l'occurrence, c'est un plaisir, tu vois. Mmh. Mais ça reste un outil marketing. Donc, si je trouve autre chose qui, plus simplement, un jour, me permet de vivre de mon business, d'aider les gens de manière ultra quali, etc., bah peut-être que je le ferai, tu vois. Et ça se trouve, ça réduira d'autant le temps de travail. Et c'est pas grave, hein, je trouverai une autre maison à rénover, je trouverai d'autres trucs à faire, tu vois. Il n'y a pas de souci sur ça. Ouais. Et je pense que tu touches du doigt là quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes qui ont des valeurs un peu engagées, qui ont envie de faire des choses qui font bouger les lignes, etc. Et je pense que les gens qui nous écoutent ou nous regardent ici pourraient se reconnaître là-dedans. En tout cas, moi, je sens que ma volonté de réussir à faire une différence sur les causes qui sont importantes pour moi me pousse à m'oublier. Ouais. Et qu'il y a un truc de rééquilibrage qui est nécessaire pour cette fameuse image de l'avion, les parents doivent se mettre le masque à oxygène avant de s'occuper de leurs enfants, se faire passer en premier pour avoir les ressources de travailler sur autre chose. Et je pense que aussi ce qui se passe pour moi, c'est que souvent ça se déséquilibre et j'ai besoin de le rééquilibrer. Et ça correspond plus ou moins au cycle, je pense, dont je parlais avant. Ouais, et je pense qu'en effet, le fait que tu aies une position militante, je pense, joue énormément parce que du coup, oui, tu as envie de faire passer ton message de manière la plus large possible. Et je trouve ça trop cool en vrai. Moi, j'avoue, j'ai été dans des dynamiques militantes avant et en fait, je me rends compte que mon shot là, il n'est pas suffisamment grand pour prendre... Pour encaisser ça, pour encaisser. Et pour encaisser, c'est notamment ce dont on parlait, tu vois, émotionnellement. C'est-à-dire que... ma problématique, c'est pas tant en termes de capacité de travail, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a une grosse capacité de travail dans l'absolu. En revanche, émotionnellement, je sais pas gérer, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est aussi OK d'apprendre à se connaître, d'accepter ses limites et de savoir les respecter, ou en tout cas d'essayer de construire des systèmes qui nous aident à les respecter. Oui, et ton truc de l'arbre décisionnel, ça m'a parlé quand on a parlé avant, parce que j'ai l'impression que moi, j'ai vraiment besoin d'aller encore un cran plus loin, parce que je l'ai déjà fait, mais je pense un cran plus loin, sur des systèmes qui me permettent de me protéger de moi-même. Ouais. Et un arbre décisionnel, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, ah oui, c'est intéressant, non, mais je ne l'ai jamais structuré. Et de me dire, quand j'ai une proposition, qu'il y ait un outil ou quelque chose auquel je me réfère pour pas que ce soit moi qui prenne la décision, mais de me dire, ah merde, mon outil m'a dit non. Et tu as peut-être besoin, en effet, d'une espèce de buffer qui va faire tampon entre toi et la décision. Ouais. Et ça peut être un outil. L'avantage des outils et de quand on structure, quand on met des process en place, y compris des process de prise de décision, c'est que ça permet justement de sortir du côté émotionnel et de l'enthousiasme qui peut nous être autant une bénédiction qu'un piège, et de remettre justement de l'objectivité et du rationnel dedans. Et il y a aussi des gens qui décident de tout simplement externaliser la prise de décision. Genre, en fait, il y a quelqu'un qui fait office de filtre et qui ne me fait passer que les éléments sur lesquels j'ai vraiment besoin de prendre des décisions. Ouais. Et ça fait partie des... Enfin, je sais pas quelles sont les solutions. En fait, il y a une infinité de solutions. Bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que et là, on parle de toi, entre guillemets, mais c'est valable pour n'importe quel problème.
À partir du moment où il y a un problème qui devient si fort et si douloureux que vraiment c'est une épine dans notre pied hyper, hyper importante, bah en fait, ça vaut quoi qu'il arrive le coup d'explorer des solutions. Et même si la solution t'arrives à une solution qui marche qu'à 10%, bah c'est toujours 10% de gagné, quoi. Bien sûr. Ça me fait penser à une blague que j'ai souvent avec des personnes qui sont dans mon entourage et des potes avec qui on s'est lancé plus ou moins au même temps. Et du coup, on arrive à des stades de développement similaires. Surtout des personnes qui créent du contenu, qui ont des dynamiques communautaires autour de leurs entreprises. Il y a cette blague de ce serait bien que pendant 6 mois, genre, c'est pas moi qui décide. Et c'est pas moi qui gère, ou genre... presque le fantasme d'avoir un CEO de ta propre boîte. Et il y a des gens qui prennent cette décision. Genre, c'est les fondateurs, les fondatrices, et au bout d'un moment, ils mettent quelqu'un qui dirige tout. Et moi, je fantasme des fois d'être juste la force créative. Je me pointe, je fais des podcasts. On me dit, il faut que tu sois à telle heure pour faire une formation sur tel sujet. Et je suis en mode, oh, ce serait incroyable d'avoir ça. Il y a des fois où c'est pas le cas, mais il y a des moments où, je pense que c'est les moments où je suis le plus fatigué, le plus de charge mentale. Je fantasme, comme tu dis, que la prise de décision soit externalisée en me racontant que ce sera plus simple. Je suis pas sûr que ce serait le cas en vrai si c'était comme ça, mais je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que il y a ça qui peut potentiellement se jouer, et je trouve que c'est un indicateur. Je te parlais des indicateurs que tu as pour toi pour te rendre compte quand tu es trop. Ben ça, c'en est un pour moi. Quand je vois que ce fantasme revient, je me dis besoin de repos, besoin de simplicité, besoin de couper. Ouais, et puis c'est déjà un signal fort, entre guillemets, quoi. C'est vraiment c'est un signal que peut-être on est trop loin même. J'ai envie de claquer la porte et de disparaître à la face du monde, ce qui m'arrive très régulièrement. Ouais, c'est déjà un signal très fort, je trouve. Pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se disent depuis le début ça me parle trop, je me sens bloqué dans ces systèmes-là de toujours plus, les injonctions que je reçois, je les aspire comme toi et ça prend le dessus. Si on arrivait à leur donner une espèce de philosophie de ce qui serait à l'inverse de la productivité toxique, une forme de productivité plus saine ou plus slow, genre plus ralentie, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme ligne de conduite à garder en tête si on essaye de faire simple, genre les 3 règles de la philosophie de la productivité saine. Oh waouh. On va peut-être créer un concept là dans la demi-heure qui nous reste ou dans le temps qui nous reste, mais... Je sais pas si je vais être capable de réussir à répondre à cette question avec une réponse simple. En fait, c'est ça. Bah, c'est ok, parce peut-être. Parce que je pense que ce qui attire les gens vers la productivité, c'est justement le côté hack, tu vois. Et c'est ce qu'on vend en termes de productivité. C'est simple. Ce truc va changer ton quotidien. T'as vraiment le côté, si tu suis la règle, tu vas avoir le résultat. Tu vois, genre, tu fais Pomodoro, tu vas être plus concentré. Tu fais X, tu vas avoir Y. Et sauf que je suis assez persuadée que en fait, tu as besoin de monter dans un niveau d'abstraction, de monter sur un niveau plus macro, tu vois, que juste la productivité, pour te poser les bonnes questions et mettre les limites au bon endroit pour toi. Et pour moi, justement, je sais pas c'est quoi les trois trucs précisément, tu vois, mais je pense qu'il y a vraiment un sujet sur explorer ta vision de la réussite et de l'ambition. C'est quoi vraiment ce qui te fait vibrer, tu vois. Dans quelle mesure est-ce que les objectifs que tu poses, c'est des questions de vanity metrics, tu vois, genre je veux un gros chiffre d'affaires parce que c'est ce qu'on nous apprend à valoriser en termes de réussite. Exactement. Donc le chiffre, tu vois. Oui, les signaux sociaux que j'envoie à l'extérieur. Ouais. Et ça, bah, si je pose un objectif, c'est pourquoi est-ce que c'est un objectif qui a du sens pour moi, en fait ? Si je veux faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires par an, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Donc de remettre du sens dans ces objectifs, déjà je trouve que c'est un bon premier truc. Interroger sa vision de la réussite et du coup, en parallèle, de manière très pratico-pratique, c'est pourquoi cet objectif ? Pourquoi est-ce que c'est ce chiffre, précisément ? Et pas 10 000 euros en dessous, 10 000 euros au-dessus. Quel besoin est-ce que ça va nourrir pour moi ? Donc quelque part, si j'essaie de reformuler, c'est définir nos propres règles du jeu de la productivité. Plutôt que de se dire, il y a un jeu et je vais y jouer, mais les règles sont floues. Redéfinir pour soi, c'est quoi l'enjeu ? C'est quoi la ligne finale de cette course ? Et plus ça c'est clair, plus ça va être facile de ne pas tomber dans le truc du toujours plus. Ouais, je pense. Et ça, à mon avis, c'est un process, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un truc en 2 secondes, tu te poses 1 heure sur une feuille. Et c'est fait pour le restant de ta carrière. Exactement, pas du tout. Et il y a un truc un peu d'élastique, je pense, tu vois,
t'as des objectifs, enfin, t'as travaillé sur ce truc-là, tes objectifs, ils sont clairs, tu sais pourquoi. Et puis, au fur et à mesure que tu vas être dans l'opérationnel et que tu vas être dans le quotidien, ta relation avec ça, ça va se distendre un petit peu. Et à un moment, tu vas te prendre un retour d'élastique en pleine figure, tu vois, de genre, ah ouais, mais en fait, genre, j'avais oublié et j'ai besoin de me reconnecter à ce qui est important pour moi. Et c'est, je pense, que ce que tu décris dans les cycles de j'ai besoin de réaligner un petit peu les choses pour que finalement, ce que je fais au quotidien, ce soit vraiment aligné avec ce dont j'ai envie là maintenant. Parce que nos envies peuvent aussi évoluer. Bien sûr. Et effectivement, spoiler alerte, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision, les mêmes objectifs. Pour le restant de vos jours. Ouais. Et du coup, effectivement, les règles évoluent en fonction des cycles, en fonction des avancées, en fonction du développement. Ouais, en fonction aussi de tes prises de conscience, tu vois. Moi, je sais que j'étais aussi beaucoup dans ce truc de je veux plus de chiffre d'affaires, je veux construire une équipe et tout. J'ai mis, tu vois, j'ai trempé mon doigt de pied dans la piscine, là, j'ai fait merci, mais non. Et en fait, tous les choix sont OK et sont valides. Et je pense qu'on a aussi besoin de le dire, que c'est OK de vouloir rester freelance toute sa vie et de ne pas vouloir forcément sortir de ce modèle-là. C'est OK de ne pas être un entrepreneur avec des ambitions en mode je veux construire un empire. On a tous des besoins et des envies différentes. Et donc, je pense que c'est important de les explorer et de les poser. Parce que du coup, ça aide. Je pense qu'on a un premier principe, là, du coup. On a un premier grand principe, qui est presque le principe fondamental, je dirais. Oui, c'est presque le principe zéro, même, avant les autres. Mais on va dire que c'est le premier, comme ça. Mais du coup, là, je suis bloquée pour les autres. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, pour moi, j'ai presque... j'ai hacké le truc, tu vois. Enfin, genre, là, pour moi... Si mes règles du jeu sont claires, est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même un risque que je retombe dans le toujours plus et que... Si, bien sûr. Mais du coup, c'est aussi... c'est le même principe d'apprendre à se connaître et d'arriver à identifier quand est-ce que justement ton élastique il est en train de se tendre de telle sorte que tu vas te le prendre en pleine figure. Ce que tu disais tout à l'heure au moment où j'ai envie de me dire ah là là, si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait prendre toutes les décisions etc. Bah en fait c'est d'identifier aussi dans tes propres schémas les signaux forts ou les signaux faibles qui doivent te mettre en alerte de est-ce que je suis en train de retomber dans des comportements qui d'apparence peuvent être cool, mais en fait, à la fin, je sais que ça va me faire que le résultat, il sera pas bon pour moi. Ouais, donc identifier les indicateurs qui sont un peu les signaux d'alerte de attention, il y a un truc qui se passe où tu vas au-delà des limites de ce que tu avais défini comme étant acceptable. Il y a besoin de faire un check-up, quoi. Ouais, et pour moi, dans les signaux d'alerte, il y a des trucs comme le fait que l'optimisation de ton temps, etc., ça devienne une obsession, le fait que tu sois tout le temps en train de te forcer, le fait que tu sois tout le temps dans des mécaniques de culpabilité par rapport à tout ce que tu as fait ou tout ce que tu n'as pas fait, et généralement plutôt ce que tu n'as pas fait, que tu sois tout le temps en train de, tu vois, tout le temps dans le forcing, entre guillemets, par rapport à toi-même. J'avais bossé sur ça avec ma psy à un moment. Ouais. Et on avait défini des indicateurs externes visuels parce que moi je lui racontais justement des trucs très comment je me sens, et elle a dit mais en fait c'est trop tard quand on arrive à ça. Et c'était très drôle parce qu'un des indicateurs sur lesquels on était tombé c'est le taux de remplissage de ma panière à linge sale dans ma chambre. Et que quand la panière de linge sale était pleine, voire il n'y avait plus de place et je commençais à devoir l'enfoncer et tout, ça c'était un signal, attention, t'es tellement sur le taf, t'es tellement sur que être tu prends productif, pas soin de tes besoins primaires, quoi. Que tu oublies juste de laver tes fringues, quoi. Et c'était hyper intéressant de faire ce travail, de me dire c'est quoi les signaux très visuels de mon temps dans la maison et dans mon quotidien qui sont des warnings de il se passe un truc dans le taf là. Ouais. Et ça c'était vachement intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Moi je sais que dans les signaux que je peux avoir moi et qui sont encore déjà assez avancés dans le process, il y a le fait de est-ce que je me sens obligée de mettre un réveil le matin. Et si je me sens obligée de mettre un réveil le matin pour me dire je vais avoir il faut une bonne journée, bah red flag, tu vois. Alors encore une fois, j'ai un business qui me permet de ne pas mettre de réveil le matin. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est cool en effet de se poser la question, c'est quoi l'indicateur palpable en fait, et pas juste mes antennes internes qui m'envoient des signaux, et en plus on n'a pas tous la même sensibilité, quoi. Donc, et puis on peut tellement facilement dire oui, non, ça va, je me raconte des histoires, genre tu peux les remettre en question, alors que quand c'est un truc externe, tangible, genre j'ai mis un réveil, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un réveil, ou ma panière de linge qui déborde, faudrait que je prenne le temps pour faire une machine, alors que ça prend 30 secondes, quoi. Et je trouve aussi que, tu vois, typiquement le feedback des proches, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à balayer potentiellement, mais ils comprennent pas, ils savent pas, etc.
Et il y a potentiellement une part de... Quand t'es pas entrepreneur, t'as pas forcément la même vision des choses, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même des alertes, tu vois. Quand tes potes, ils sont tout le temps en train de te dire, tes potes, enfin tes proches, ta famille, sont en train de te dire « Ah là là, mais tu travailles beaucoup, ça a l'air intense, tu vois. Quand tu commences à annuler des trucs parce que il faut finir ce... » Enfin, pour moi, c'est aussi des signaux, encore une fois, assez forts, en vrai, de est-ce que là, je suis vraiment dans une relation à mon travail qui me convient. Ouais. Donc on a un premier principe qui serait de reclarifier les règles du jeu pour que nous-mêmes on choisisse nos lignes d'arrivée et comment on y arrive et ce qui est important pour nous là-dedans. Plus créer une sorte de système d'alerte pour que sur ce chemin vers ces objectifs et dans le jeu auquel on joue, si jamais on sort de ce qu'on avait prévu pour nous, il y ait des trucs qui nous fassent prendre conscience de ça. Ouais, des petites alertes rouges, là. Ce serait quoi notre troisième chose s'il fallait en mettre 3 ? C'est complètement arbitraire d'en mettre 3, mais... T'inquiète. Je pense que du coup, le dernier truc en ligne avec tout ce qu'on a dit, ce serait d'avoir des non négociables dans sa semaine. Des trucs, c'est, encore une fois, ça peut être très différent en fonction des personnes, mais le mardi soir, c'est poterie. Genre, il n'y a aucun moment où ça saute. Le week-end, c'est le week-end, ou genre le samedi, c'est le samedi. Il n'y a aucun moment où je travaille le samedi, même si je suis dans le rush, même si... Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça, c'est important, du coup, d'avoir des règles du jeu macro, tu vois, sur les objectifs, pourquoi est-ce que je fais ça, etc. Mais aussi des règles du jeu très micro, sur qu'est-ce que je suis OK de sacrifier, mais surtout, c'est quoi les trucs non négociables, en fait. Ouais. Et je me serre la main avec moi-même, là, et je me dis, mais en fait, c'est non négociable de ne pas travailler à tel moment ou de ne pas sacrifier tel ou tel truc. Oui, et que d'ailleurs, j'ai envie d'aller un cran plus loin sur le fait que c'est non négociable, soit des choses qui contribuent à notre repos, notre soin, notre bien-être. Je parle pas de non négociable en mode il faut absolument que ma boîte mail soit vide. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens sanctuariser du temps, des moments, des choses qui en effet vont venir vous contribuer à notre bien-être ou au fait de nous ressourcer en fait, et qui sont potentiellement pas des trucs productifs. Ce qui est important en plus, enfin ce qui est cool avec ça, je trouve aussi, c'est que en faisant ça, on met plus de réalisme dans quel est le temps ensuite qu'il me reste disponible pour travailler, et est-ce que donc les objectifs que je me fixe sont réalistes et rentrent dans mes règles du jeu. Ouais, et c'est tout bête, mais pour moi, il y a une énorme différence entre je commence à m'organiser en planifiant le travail et je commence à m'organiser en planifiant les trucs perso, tu vois, ou les choses que j'ai envie de faire dans ma vie personnelle. Il y a probablement un petit équilibre à trouver entre les deux, tu vois. Mais je trouve ça très révélateur, potentiellement, de c'est quoi nos priorités, justement. Ouais. Et encore une fois, j'émets pas de jugement sur les personnes pour qui le travail est ultra prioritaire et qui ont envie que ce soit leur full priorité. Il n'y a aucun souci sur ça, en fait, vraiment. Parce que je pense qu'il y a un peu, tu vois, les deux extrêmes en termes d'injonctions. Il y a autant les injonctions de il faut être productif, tout donner pour son business, charbonner à fond parce que c'est comme ça qu'on réussit. Autant des injonctions de il faut absolument avoir une vie perso, des passions en dehors, s'épanouir en dehors de son travail, etc. Et moi, je pense que juste, en fait, on a le droit d'avoir des logiciels différents et qu'il y a une infinité de nuances entre ces deux trucs-là. Bien sûr. Et l'important, c'est là, à cet instant dans ma vie, où est-ce que j'ai envie de mettre mon focus, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui me fait du bien, tu vois. Est-ce qu'il y a un autre dernier message que tu aurais envie de transmettre à toutes les personnes qui sont dans notre cas, qui ont une entreprise, qui ont la charge qui va avec, qui se racontent plein de choses sur si seulement j'arrivais à faire ça, alors il se passerait ça, genre tous ces trucs sur la productivité qui sont des sujets qui touchent tout le monde, quelque chose où tu te dis j'aimerais que ces personnes l'entendent, si j'avais un énorme tableau blanc que tous les entrepreneurs francophones pouvaient voir, qu'est-ce que j'écrirais dessus ? Est-ce que tu as un truc que tu as envie de faire passer là-dessus ? Je pense qu'un des trucs qui peut tout changer, c'est le fait de s'entourer et d'avoir les discussions qu'on vient d'avoir là, à ce micro, avec d'autres entrepreneurs. De ne pas être tout seul dans ces réflexions-là, parce qu'en fait, tu n'as pas la distance nécessaire tout seul pour faire avancer ta réflexion sur ça. Et quand je dis s'entourer, ça peut être juste rejoindre, tu vois, une communauté de freelance ou d'entrepreneurs avec qui tu vas discuter régulièrement, tu partages les mêmes challenges, etc. Et ça t'aide en fait à faire avancer le schmilblick. Tu vois d'autres modèles, tu vois des gens qui pensent différemment, qui ont un mode de fonctionnement différent. Et je pense que c'est hyper important pour faire avancer ces réflexions-là. Et moi, je sais qu'il y a eu vraiment une énorme différence entre il y a 2 ans où j'étais assez seule face à mes propres
à mes propres schémas, mes propres problématiques. Et puis le moment où j'ai commencé à construire un cercle d'entrepreneurs avec, tu vois, à peu près les mêmes schémas que... Enfin, pas les mêmes schémas que moi, mais tu vois, le même niveau de développement, etc. Et en fait, le fait de se confronter à d'autres modèles, d'autres modes de pensée, bah, c'est ça qui nous nourrit aussi et qui nous fait dire bah, je me reconnais plus dans ça que dans ça. Et du coup, tu vois, on parlait un peu d'arbre de décision, ça nous permet d'affiner en fait ce dont on a envie et la compréhension qu'on a de soi-même. Oui, parce qu'on n'est plus seul à l'intérieur de son système en train d'essayer de l'analyser de l'intérieur, mais on a un miroir en face qui nous fait nous rendre compte de ce qui se passe. Exactement. Et même sans essayer d'analyser, le simple fait de parler, d'exprimer, d'extérioriser, ça permet déjà une mise à distance qui est complètement différente de juste je réfléchis dans ma tête, tu vois. Et puis si jamais vous avez des enjeux là-dessus et que vous n'avez jamais pris le pas d'aller faire une thérapie, discuter même une seule fois avec un psy ou une psy, clairement je trouve que c'est quelque chose qui est hyper soutenant. Parce que oui, l'entourage, etc., mais des gens avec des compétences spécifiques pour accompagner des sujets notamment liés à la charge mentale qu'on peut se créer dans notre rapport au travail, à la performance et ainsi de suite, c'est assez dingue d'avoir un encadrement de qualité là-dessus. Tout à fait. On arrive sur le petit rituel de fin de conversation et de fin de podcast, Claire. Quelque chose que je fais à chaque épisode quand je discute avec quelqu'un, c'est de leur demander de contribuer une question à une grande collection de questions qui un jour deviendra un jeu de cartes. On pourra tirer ça pour avoir des conversations de qualité, peut-être dans les cercles dont tu as parlé juste avant. Et du coup, j'en ai tiré une au sort pour toi, qui vient de l'épisode 85 avec Alexandre Dana. Et cette question, qui fait écho à tout ce qu'on s'est raconté un peu là, c'est quelle est ta définition du bonheur ? Oh waouh, bah moi ma définition du bonheur c'est une image, tu vois. C'est-à-dire que quand je me dis ce serait quoi ma vie idéale, genre je ferme les yeux et je m'imagine, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être une caricature de moi-même, mais je m'imagine, tu vois, en mode ma maison de campagne, mon mec à côté de moi, on est deux petits vieux, on fait des blagues nulles en regardant les étoiles et en buvant de la tisane, tu vois. Pour moi c'est ça la définition du bonheur, vraiment un truc genre simple, rien de, pas de prise de tête, un truc serein quoi, tu vois. Ça reflète, j'ai l'impression, comment tu t'organises dans ton entreprise aussi. J'essaye, je sais pas si ça reflète, mais en tout cas, ce que j'entends de toi là, j'ai l'impression que tu optimises ta façon de travailler au service d'aller vers ça. Ouais, c'est sûr. Quelle question est-ce que toi, tu aurais envie de contribuer au jeu de cartes et de poser pour que les gens qui nous écoutent, à la fin de cet épisode qui arrive incessamment sous peu, continuent dans leur cheminement, dans leur réflexion. Ça peut avoir un lien avec ce qu'on s'est dit, ça peut être quelque chose de complètement différent aussi, c'est tout à fait libre. C'est hyper difficile comme question. Tu peux prendre le temps de réfléchir si tu en as envie. On n'est pas pressé. C'est horrible, j'ai tout le temps... j'ai un blanc dans ma tête à chaque fois quand c'est comme ça, c'est l'angoisse. Quelle question est-ce que j'aurais envie de poser ? Est-ce que ça a besoin d'être orienté entrepreneuriat ou pas spécialement ? Absolument pas. Ok. Mais ça peut être orienté entrepreneuriat. Les gens qui nous écoutent, je pense que tu connais à peu près l'auditoire. Un truc qui va les faire cheminer, réfléchir, ça peut être par rapport à leur taf ou pas. Ok. Bah justement, en rapport avec ce qu'on s'est dit, je pense, tu parlais de radicalité et tu vois, peut-être qu'une question qui serait intéressante, c'est quelle décision radicale est-ce que tu aimerais prendre mais que tu n'oses pas prendre ? Genre si vraiment t'avais une baguette magique et que tout se passait bien dans le meilleur des mondes, c'est quoi une décision que t'aimerais prendre mais que t'oses pas prendre ? Trop bien. S'il y a des gens qui ont envie de te répondre et te donner leur décision radicale, à quel endroit est-ce que je peux les envoyer pour t'écrire ? Je crois comprendre que ce n'est pas Instagram du coup. Pas Instagram, je sais que c'est hyper lourd et que les gens du coup osent beaucoup moins, mais clairement email. Ok, tu peux nous redire ton email et je le rajouterai dans la description. Ouais, c'est hello@theminimalplan.com. Très bien. Il sera dans la description pour les personnes qui veulent le faire et qui veulent du coup suivre ton travail à cet endroit aussi. Et je mettrai aussi le lien de ton site parce que je pense que c'est un deuxième endroit pour que les personnes aillent voir un peu ce que tu fais, écouter ton podcast. Merci Claire. Merci pour ce à toi, temps. Thomas. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Oh my god, c'était intense intellectuellement. T'as kiffé quand même ? Trop cool. Ouais. Toi, t'as kiffé ? Ah ouais, j'adore. Parfait. Trop bien.
Est-ce que ça fera un bon épisode de Young Wild? Bien sûr. Le titre provisoire que j'avais mis, mais c'était pas forcément, ça dépendait de ce qui allait se passer, c'était réinventer la productivité et sortir de la course au toujours plus. Et je pense que on a bien parlé sur ça, je pense. On a rempli le contrat. Trop cool. Franchement, trop bien. J'ai hâte j'allais dire de l'entendre. Je sais que je m'écouterai pas, mais de le partager. Ouais. J'ai trop bien. En plus, c'est des sujets sur lesquels j'ai du mal à prendre la parole.